pense qu'on va commencer, certainement que d'autres nous rejoindront en cours de route. Je vais juste une dernière chose. Très bien. Eh bien, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour célébrer ce Class Gift Interpromotion, le premier du genre, qui a permis de réunir à la fois les promotions 2000, les promotions 1980 et la promotion 2020 autour d'un projet prioritaire de l'école qui est ce fameux drone Mermoz, un drone à 100% électrique et dont Jean-Marc Mosqueta tout à l'heure nous parlera. Je suis aujourd'hui accompagné de Jeanne Gallien, qui est présent avec nous, de la Fondation. Et nous avons bien sûr aussi Jean Desmarcet, qui se représentera aujourd'hui de l'Amicale. Et nous avons aussi les parrains des promotions qui ont accompagné ce claviste et qui ont animé la communauté tout au long de la période. Vous avez du coup dans cet outil Zoom, pour ceux qui voudraient l'utiliser et ne le connaissent pas, la possibilité d'utiliser un chat. Alors pour le chat, hop. Un petit outil. Ici, vous avez la possibilité du coup de cliquer sur plus dans la barre et d'accéder au chat pour pouvoir converser en direct. Vos micros sont par défaut coupés, mais bien entendu, vous pouvez les allumer si vous souhaitez intervenir. Et il y aura à la fin de ce temps-là, un espace dans lequel vous allez pouvoir discuter entre vous, entre promotions. Donc, j'ai prévu de pouvoir diviser le groupe en plusieurs blocs pour pouvoir échanger de manière un peu plus sympathique et individuelle. Je ne vais pas parler plus longtemps, juste vous remercier et très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Le contexte, c'est vrai que ne nous permettait pas de pouvoir se rencontrer en physique et on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et en tout cas, très heureux de vous retrouver tous. Je vais laisser donc du coup introduire cette rencontre par Philippe Forestier, le président de la Fondation, qui n'était pas disponible pour des raisons personnelles, mais qui a tenu à vous adresser un message que je vais de ce pas vous faire écouter. Bonjour à tous. Bon, j'aurais préféré être avec vous aujourd'hui, bien sûr. Les réunions virtuelles en ligne avec Skype, Zoom, Webex ou autres, c'est bien. C'est dans l'air du temps. C'est impératif avec le Covid. Mais j'espère que dans le monde de demain, un bon équilibre se fera entre les rencontres virtuelles et les rencontres présentielles. En attendant, je suis ravi, en tant que président de notre fondation Isae Super-Héros, de témoigner aujourd'hui à l'occasion de la clôture du Class Gift des promos 2020, 2000 et 1980. Car ce Class Gift Interpromo est remarquable à plus d'un titre. D'abord, c'est un projet qui, pour la première fois, unit 3 promotions, ensemble, il faut le dire. C'est un projet de drone 100% électrique, le drone Mermoz. Ce drone qui traversera l'Atlantique Sud est une première mondiale. Et c'est aussi un hommage à ce pilote de légende de l'aéropostale qui nous a tous fait rêver. C'est un projet qui est une évolution de nos Class Gift par promotion. Je rappelle d'ailleurs que la promo 82, à ce jour, détient le record des montants de dons. Record qui ne demande qu'à être battu. Avec 3 promotions ensemble, j'espère qu'on y arrivera. C'est un projet qui s'inscrit totalement dans la raison d'être de la Fondation. Pour supporter la stratégie de développement durable de l'Institut, notre raison d'être qui est la suivante. La Fondation œuvre à développer le rayonnement et le leadership mondial de l'Institut en proposant et accélérant la réalisation de projets innovants qui contribuent à un monde durable. Voilà. Vous comprenez pourquoi, aujourd'hui, nous avons voulu faire évoluer la Fondation dans ce sens. Je voudrais d'abord remercier l'initiative de l'école et de Jean-Marc Mosqueta en particulier, qui est en charge du programme Drone de l'Institut, qui porte ce projet dans le cadre des activités prioritaires de recherche. Également les parrains du Class Gift qui se mobilisent
depuis un an pour rassembler leurs promos autour de ce projet. Dans la promo 2020 avec Julie Deveau et Rémi Châtel, la promo 2000 avec Rémi Canton, Damien Robert, Bicha Douang, Nicolas Simi, Fabien Dornier, la promo 1980 avec Laurent Rassemont et Jean-Bernard Debrune. Merci aussi et surtout à tous les donateurs des différentes promos, des amis, des parents qui viennent nourrir ce projet. Et c'est aussi le premier Class Gift Interpromo qui rassemble les super-héros et les NCK. Il faut le noter. Cela dit, je voudrais ajouter que nous sommes dans un combat pour le futur du transport aérien, le futur de notre secteur, de nos métiers, qui doivent se transformer et se réinventer. Les événements actuels avec le Covid et ses conséquences désastreuses sur l'économie des constructeurs, de leurs sous-traitants, des compagnies aériennes et de tous les secteurs périphériques comme le tourisme ne doivent pas nous faire oublier le formidable défi climatique qui est aussi l'enjeu d'aujourd'hui et des prochaines décennies, si critique pour le futur de l'humanité. Il faut que l'économie post-Covid se redresse, bien sûr. Air France, par exemple, est en très grande difficulté. Mais il faut garder aussi en ligne de mire ce sujet qui est critique pour l'avenir des futures générations. Les enjeux sont technologiques, économiques, sociologiques, sociétaux, politiques, philosophiques et vont avoir un impact fort sur notre vie quotidienne. Chacun a ses idées et il y a beaucoup d'inconnus. Mais ce qui est certain est que notre école, nos élèves, nos professeurs, nos alumni seront en pôle position ensemble pour construire ce monde de l'aéronautique de demain. C'est dans ce contexte que ce projet est vraiment remarquable, car il est central et il met en évidence la prise de conscience de l'école, de la Fondation, de l'Amicale sur ces enjeux. Merci encore à tous pour votre contribution au succès de ce Class Gift. À bientôt. Merci du coup à Philippe Forestier pour son message. Comme il le disait, en effet, la prise de conscience maintenant est beaucoup plus présente au sein de l'école. Elle a besoin maintenant d'ambition et de nourrir ses ambitions et pour l'aider à aller plus vite, plus loin, plus fort. C'est notamment avec la communauté des alumni qu'on permettra d'aller encore plus loin. Jeanne a dû mettre dans les commentaires, dans le chat, peut-être un lien si certains souhaitent encore faire grimper le compteur. Il y a eu une avalanche de dons ces dernières heures et je tiens à remercier tous ceux qui sont mobilisés pour pouvoir faire grimper ce compteur. Et donc, on va voir si d'ici la fin de cette rencontre, le compteur aura bougé. On a donc maintenant toute une suite d'interventions qui vont avoir lieu. Nous aurons donc Jean-Marc Mosqueta qui va nous parler donc du coup de projet plus concrètement. Pour des raisons techniques, on a enregistré son message, mais il est présent et il répondra ensuite en live à vos questions. Il nous fera également visiter son laboratoire avec une vidéo qu'on a réalisée hier. Vous avez donc la possibilité de leur répondre et puis ensuite nous pourrons faire un petit point sur le Class Gift. L'occasion aussi pour les parrains de promotion de s'adresser à vous et de vous dire quelques mots. Et ensuite de ça, donc on aura un petit mot de la Fondation, un petit mot de l'association des alumni également, sur laquelle la Fondation s'appuie pour pouvoir mobiliser la communauté aux côtés de l'école. Et ensuite, donc, comme je vous le disais, il y aura des petits salons pour que les membres des promotions puissent se retrouver entre elles de manière un peu plus conviviale, même si la présence physique est chaleureuse, mais ne peut pas être présente, en tout cas aujourd'hui. Et à la fin du coup de cette conférence, qui doit finir avant 17h, du coup, à la suite de cela, on vous invitera du coup à rejoindre la conférence qui est organisée par l'association des alumni et dans laquelle d'ailleurs, je crois, certains membres de la promotion 2000-2001 sont présents à travers la Super-Héros des Carbos. Donc sans plus attendre, Jean-Marc Mosqueta qui va nous parler plus en détail du projet de drone Mer Maurice. Alors, on me dit à l'oreillette qu'il y a une intervention inédite et ponctuelle du coup de l'association des alumni qui après sera bien entendu prise
par l'organisation de la conférence qui a lieu à 17 h. C'est donc sans transition que je laisse la parole à M. Marcet, vice-président de l'association des alumni, qui va vous dire un petit message. Bonjour à tous. Je peux enlever mon masque. Voilà. Donc, au nom du président de l'association des alumni, donc Patrick Rabier, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui, donc je tiens à vous montrer que l'amicale avec la fondation, alors il se trouve qu'en plus moi j'ai deux casquettes, donc je crois que je suis assez bien placé pour le dire, et l'école, nous travaillons de concert pour le développement de l'école, et en particulier dans les circonstances actuelles dont le président Philippe Forestier a bien tracé les contours. Donc, je voulais d'abord remercier toute l'équipe de la Fondation d'avoir eu cette idée de Class Gift Interpromo, tous ceux qui ont participé à cette opération, les parrains et puis les jeunes parrains. Donc, en particulier, je vois qu'il y a Julie là qui est en ligne, qui est un support très fort de la Fondation, de l'amicale, du programme OS. Donc, bravo à tous. Et puis, bien, ça n'est qu'un début. Donc, là, on va lancer de nouveaux Class Gift, alors interpromo aussi, d'un format un petit peu différent. Donc, voilà, écoutez, je suis désolé que ça se passe dans des conditions un peu difficiles pour tout le monde. Et là, moi, je suis obligé de partir parce que normalement, on a une répétition pour voir au niveau de la logistique pour la conférence, on a pu la faire en partie en live, puisqu'on pense avoir un peu plus d'une centaine de participants en live sur 2 amphis, puisque compte tenu de la distanciation sociale, on est obligé d'avoir 2 amphis. Elle sera retransmise aussi en ligne sur le lien que vous avez sur le site de l'école. Voilà, merci à tous et puis bonne fin de réunion. Je laisse la parole à Laurent à nouveau. Merci M. Marcet pour cette intervention au nom de l'amicale. Donc, encore une fois, vous aurez la possibilité de rejoindre la conférence qui est en suivant. Je disais donc que Jean-Marc Mosqueta va donc maintenant nous présenter le travail autour du projet du drone Mermoz. Et donc, je lui laisse de suite la parole. Petit temps d'attente. Bonjour, je suis Jean-Marc Mosqueta, je suis professeur d'aérodynamique à Supaéro et je viens vous parler de l'état d'avancement du projet Mermoz, ou qu'on appelle également Défi Mermoz. Donc ce projet comporte 2 phases, une phase exploratoire qui se termine l'année prochaine et une phase opérationnelle qui devrait commencer également l'année prochaine et qui va se terminer en 2023, date à laquelle nous espérons pouvoir réaliser donc la traversée de l'Atlantique avec un drone à hydrogène. Donc la présentation que je vous propose aujourd'hui comporte quelques informations techniques et tout d'abord un premier aspect de cette présentation qui est que nous sommes dans un contexte fortement marqué par des controverses liées à l'avenir de l'aérien. Je cite ici quelques-unes des phrases qu'on entend, et c'est dans ce contexte mouvementé dans lequel l'une des vertus de ce projet, c'est d'essayer de réfléchir à une nouvelle forme d'aviation décarbonée, pour donner un petit peu d'enthousiasme aussi auprès de nos étudiants, en alternative à une forme de déprime un peu générale ou de démobilisation pour lesquelles certains proclament que l'avion vert est celui qui ne vole pas. Il est évident que ce genre de projet ne va pas résoudre tous les problèmes, mais pourra essayer au moins d'examiner l'intérêt technologique d'aller vers l'aviation décarbonée. Donc, le challenge dont je voudrais vous parler ici, consiste à concevoir et réaliser un drone capable de traverser l'Atlantique sans émettre de CO2. Alors, cette faible émission ou zéro émission de CO2 est non seulement liée à l'opération du drone lui-même, mais bien entendu
à la manière dont on va fabriquer et produire les combustibles nécessaires pour réaliser cette traversée sans émettre de CO2. Il s'agit également de renouer avec l'esprit des pionniers, donc inauguré par exemple Jean Mermoz, puisque c'est précisément sur cette traversée entre Dakar au Sénégal et Natal au Brésil que nous voulons remettre nos pas et faire évoluer donc ce drone à la manière du LAT-25, donc un LATECOR de type hydravion piloté par Jean Mermoz et qui a ouvert en mai 1930 la première ligne commerciale entre les deux villes de Dakar et de Natal. Ce parcours est marqué par un certain nombre de vents dans lesquels on trouve des secteurs d'alizé, le fameux poteau noir, et puis parfois des vents de secteur sud-est qui sont assez courants au large du Brésil. Il s'agit donc d'une enjambée de 3000 km, ce qui représente 36 heures de vol, et qui peut ne pas être aussi clémente en termes de champ de vent que cela. Par exemple, récemment, nous avons eu régulièrement des passages de dépression qui s'enroulent comme ça et qui au large de la côte et qui peuvent donner lieu à des vents de face non négligeables dans la mesure où la vitesse d'évolution du drone est d'environ 23 mètres secondes. Donc, vous voyez qu'un vent de face de 13 mètres secondes, ça rend beaucoup plus problématique la traversée, étant entendu que, bien sûr, on va éviter pour une traversée de traverser le jour où on a du vent de face. Mais néanmoins, cela pose aussi un problème théorique intéressant qui est de trouver la route optimale, c'est-à-dire au sens de la consommation, et la route qui va qui va bénéficier le mieux possible des vents sur le parcours, et qui n'est pas forcément la ligne droite, évidemment, on le voit par exemple sur cet exemple. C'est intéressant de partir plein ouest et puis de s'enrouler, de bénéficier un peu comme dans la mécanique spatiale, de bénéficier de champs favorables pour réaliser de manière optimale un routage météo le long de la traversée. C'est une activité qui est, pour celle-ci, pour ce qui concerne le routage optimal, entamée en collaboration actuellement avec l'ENAC. L'intérêt de cette mission est que, en fait, le vol électrique, qui est évidemment une voie intéressante pour le vol décarboné, le moteur étant un moteur électrique, ce vol électrique n'est tout simplement pas possible avec une source d'énergie qui est purement des batteries au lithium. On peut augmenter la masse du drone comme on voudra. Il est impossible de faire faire 3000 km à un avion de type électrique basé uniquement sur des batteries conventionnelles de type lithium polymère. En revanche, pour une pile à hydrogène avec de l'hydrogène embarqué, la chose redevient possible pour des limites de masse. Donc en fait, en vertical, on a la masse totale de l'appareil, et puis en horizontal, ce sont les itérations dans la boucle de conception. On voit qu'on peut réussir, alors moyennant des choix assez audacieux de finesse aérodynamique, de rendement thermodynamique de la chaîne propulsive, on peut réussir à espérer des masses inférieures à 25 kg, ce qui est important sur le plan également réglementaire. Alors, la pile à hydrogène est un procédé bien connu, dont je rappelle qu'il est basé sur la fourniture d'hydrogène, qui ne se trouve pas de manière naturelle dans la nature, donc il faut la synthétiser de manière décarbonée. La manière la plus verte ou la plus propre de le faire étant d'utiliser de l'électricité décarbonée pour générer l'hydrogène à partir de l'eau par l'électrolyse de l'eau. Et ensuite, cet hydrogène et l'oxygène de l'air vont être récupérés dans la pile à hydrogène pour produire de nouveau de l'eau. Donc c'est un moteur qui produit de l'eau et qui a pour source également l'eau. Donc on est dans un cycle tout à fait intéressant et neutre dans la mesure où on lui fournit de l'énergie pour préparer l'hydrogène, c'est-à-dire, encore une fois, avec des moyens soit de photovoltaïque, soit de l'électricité d'origine décarbonée, par exemple nucléaire. Nous avons dans ce diagramme, évidemment, la situation en axe vertical, l'énergie spécifique, qui est très intéressante pour les piles à hydrogène, à condition de ne pas réclamer une trop grande puissance à bord. Donc, pour une voilure fixe, c'est particulièrement intéressant comme choix opérationnel.
Reste la question, donc à gauche, vous avez une pile à hydrogène d'environ 500 watts avec le fournisseur que nous avons, sur lequel nous avons ce partenariat du projet exploratoire, et qui s'appuiera sur un laboratoire bien connu sur la place toulousaine, qui est le laboratoire Laplace, et plus particulièrement sur la plateforme hydrogène de ce laboratoire. Nous avons également la question de stocker l'hydrogène à bord, ce que nous pouvons faire de deux manières différentes, avec un réservoir d'hydrogène gazeux pressurisé à 300 bars, ou bien un réservoir d'hydrogène liquide, seulement pressurisé à 2 bars, mais par contre qui doit garder l'hydrogène à moins 250 Celsius, c'est-à-dire à 20 Kelvin, sachant que l'hydrogène se vaporise à moins 253 Celsius, ce qui va très très vite, et donc il faut que ce réservoir soit particulièrement bien isolé. Par contre, la phase liquide permet d'embarquer beaucoup plus d'hydrogène, et donc la solution hydrogène liquide que nous visons nous permettra de franchir les 3000 km, alors que la solution hydrogène gazeux ne permet que de faire 800 km, ce qui, je le rappelle, est à peine et moins du tiers de la distance. Donc c'est bien sûr sur l'hydrogène liquide que nous voulons aller. Seulement, l'hydrogène liquide pose plusieurs problèmes, en particulier des problèmes de contrôle thermique, car la source froide que constitue l'hydrogène liquide embarqué doit ensuite nous devons réchauffer cet hydrogène qui est gazeux, d'ailleurs cette partie gazeuse qui est soutirée, puis récupérer une partie de la chaleur émise en trop par la pile à hydrogène pour réchauffer cet hydrogène gazeux avant d'alimenter la pile à hydrogène. Donc il y a là un travail assez intéressant à faire de contrôle thermique, et c'est vraiment sur cette partie-là que nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de précision, parce que c'est sur ce verrou-là que nous pourrons aller vers le futur avion à hydrogène, et pas simplement des drones, mais des avions de plus en plus gros. Pour cela, il nous faut également du ravitaillement et des moyens de remplissage, et c'est sur ces choses-là que nous avons besoin, nous faisons un appel aux donateurs, qui est effectivement nous permettre d'obtenir des stations de remplissage, si possible plus tard un liquéfacteur, et donc de générer de l'hydrogène liquide avant le ravitaillement au moment de voler. D'autres moyens, d'autres énergies supplémentaires sont prévues, telles que le photovoltaïque pour supplémenter les moyens d'énergie à bord, et un autre type plus original, plus aventureux, mais probablement également plus prometteur en termes de recherche à long terme, qui est la manière d'imiter le vol de certains oiseaux des mers du Sud, qui justement bénéficient de longue date, depuis des millions d'années, des champs de vent au-dessus des océans. Et donc c'est aussi un travail que l'on a en tête pour augmenter encore les gains d'endurance du drone. Une difficulté supplémentaire est liée à l'environnement salin, l'environnement maritime, qui fait que nous avons du sel dans l'atmosphère et qu'il faudra probablement utiliser des filtres qui induisent des pertes de pression dans la pile à hydrogène. Donc travailler sur ces problèmes-là à l'exemple du projet Energy Observer. Voilà un premier design du drone. Il fait 3,60 m d'envergure, 13 kg. On reconnaît par transparence la partie verte qui représente le réservoir de 6 litres d'hydrogène liquide. Vous voyez qu'en fait, c'est un réservoir qui a exactement le même volume que l'hydrogène gazeux. Donc, nous allons dérisquer dans un premier vol le projet avec de l'hydrogène gazeux. Et ensuite, on mettra de l'hydrogène liquide à bord. La partie, le parallélépipède qui est devant, c'est la pile à hydrogène elle-même. Et enfin, donc, un spinner avec une hélice classique. Et puis, les parties extra-dos, et peut-être aussi intra-dos pour bénéficier des réflexions sur la surface de l'océan, sera tapissé de films photovoltaïques souples qui permettent, encore une fois, de supplémenter de manière non négligeable, peut-être de 20% ou 25%, le rayon d'action de ce drone. Une campagne de soufflerie est également prévue par la suite, et permettra donc de valider un certain nombre des performances que nous espérons obtenir sur ce drone.
Enfin, la partie transmission est très importante, puisque là, on parle de voler au-dessus de l'océan, donc il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien du tout, sauf des réseaux de constellations satellites. Et donc, nous nous rapprochons d'un certain nombre d'acteurs de l'Internet des objets de manière globale. Donc, il s'agit d'embarquer un petit module à bord qui nous permettra de passer à faible débit des informations telles que les coordonnées GPS ou l'état des paramètres vitaux à bord pendant toute la durée du trajet. Pour terminer, vous voyez sur ce diagramme un petit peu la manière dont, grâce à l'hydrogène liquide et au photovoltaïque, on peut augmenter la portée du drone, donc jusqu'à théoriquement 4200 km, donc ce qui est presque plus de 2 jours de vol, sans ravitaillement pendant ce temps-là, ce qui commence à être assez comparable au moteur thermique Internal Combustion Engine, donc, qui est indiqué tout à fait en bas. On pourrait aller jusqu'à 6340 km. Bon. Donc, en réfléchissant à une aviation décarbonée, très bien optimisée, vous voyez qu'on arrive à faire quelque chose qui n'est pas tout à fait aussi performant que les carburants fossiles, mais qui est quand même très intéressant d'un point de vue d'un certain nombre d'émissions que nous pouvons avoir. On voit également sur ce diagramme que l'hydrogène liquide par rapport à l'hydrogène gazeux, même avec photovoltaïque, permet quasiment d'augmenter l'endurance ou le rayon d'action d'un facteur supérieur à 3. Voici donc en quelques mots l'état d'avancement du projet Drone Mermoz, pour lequel nous sommes en train d'affiner le processus de fabrication, d'approvisionnement des différents matériels, et grâce à vous, de nous donner la possibilité, avec les étudiants et avec les chercheurs de l'ISAE SupaAero, de faire une démonstration à relativement court terme d'une preuve de concept pour l'aéronautique du futur. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je vous présente le Spirit of Corsica. C'est un avion de 2 kg, tout compris, dont les batteries sont fondues dans l'aile principale et qui est destiné à traverser la Méditerranée depuis Menton jusqu'aux côtes corses. Et Spirit of Corsica a été conçu sur la base d'une optimisation aérodynamique et propulsive, permettant donc de minimiser la masse de l'avion pour franchir donc une distance d'environ 185 km, qui est la distance en ligne droite entre les deux côtes de la France. Et ce qui est intéressant, c'est que cet avion a été donc catapulté par un sang d'eau, et ensuite, grâce aux pitot et aux organes de bord embarqués, est capable de trouver sa route de manière autonome entre le catapultage et le point d'arrivée. Donc ça, c'est un projet qui a suscité pas mal de travail et puis d'enthousiasme au niveau des élèves. Alors malheureusement, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de l'aventure pour des raisons en partie électroniques, en partie météorologiques. Mais c'était une étude tout à fait intéressante de concept pour montrer les capacités du vol électrique, donc complètement décarboné pour le coup, à réaliser une longue élongation avec, je le répète, un bilan de masse qui se réduit à 2 kg, l'avion volant environ 120 mètres au-dessus des vagues. Je vous présente à présent Eternity, qui est un petit avion d'1 mètre d'envergure. Et là, l'idée, dans le cadre d'une thèse qui a été effectuée en collaboration entre l'ENAC et l'ISAE SupaAero, l'idée de cette thèse, c'était de voir ce qu'on pouvait réaliser de plus endurant, c'est-à-dire combien de temps maximum on peut voler avec un vol électrique sur une envergure donnée d'1 mètre. Et on est arrivé à Eternity, dont vous reconnaissez une configuration classique avec donc une aile principale et un empennage horizontal.
et une dérive, et puis une baie à l'intérieur qui permet d'embarquer donc une batterie permettant d'atteindre des endurances comprises entre 4 et 6 heures de vol, d'autant plus que cette aile a été conçue et réalisée avec la possibilité d'y adjoindre des cellules photovoltaïques. Donc il y avait déjà cette idée de supplémenter en fait les batteries avec des cellules photovoltaïques. Et 6 heures de vol avec du photovoltaïque, ça permet de faire une belle mission de surveillance pour un engin qui pèse 1,5 kg. Donc on est vraiment sur un tout petit engin, facile à déployer, les ailes se démontent et facile à récupérer. Voici le premier élément du démonstrateur de drone Mermoz, qui est en fait le réservoir embarquable pour l'hydrogène. Donc vous apercevez que ce réservoir est composé, est fait d'une fibre composite qui est bobinée, donc extrêmement résistant, puisque l'hydrogène étant un gaz très léger, il faut, pour en embarquer un petit peu de masse, eh bien, il faut le compresser jusqu'à ici 300 bars, et de manière à avoir quand même un petit peu d'hydrogène à consommer avec la pile à hydrogène. Donc cette bonbonne constitue en fait la base du design autour de laquelle nous allons réaliser le fuselage et aussi, bien sûr, la voilure et l'ensemble de l'architecture avion. À savoir que cet avion, drone Mermoz, le premier démonstrateur, la première génération du drone Mermoz, sera donc un avion d'environ 3,60 m d'envergure pour un peu moins de 15 kg, pour réaliser donc déjà une élongation de l'ordre de 800 km avec la solution hydrogène gazeux, et proche de 3000 km avec un même réservoir, mais celui-là rempli d'hydrogène liquide. Ça, ce sera l'étape supplémentaire pour laquelle le projet Mermoz est configuré. Donc, vous avez peut-être des questions, et on a du coup Jean-Marc Mosqueta qui est là, qui va prendre la place et qui va pouvoir répondre aux questions éventuelles. Normalement, je crois que vous avez la possibilité de désactiver vous-même vos micros. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à lever la main. C'est le cas. Ou dans le chat. Jean-Marc, à toi. Et voilà. Bon. Où est la caméra? Je ne sais pas. Ah oui, ici en face, là, c'est ça. Ah, je peux enlever. Ah, d'accord. Voilà. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je sais pas. Oui, apparemment, oui. D'accord. Alors, je ne sais pas par où. Là. Alors, en attendant peut-être une première question. Alors, est-ce que j'ai des messages? Moi, j'avais une question. Les 4200 km d'autonomie, est-ce que ça intègre la récupération d'énergie ou pas? Non, ça intègre juste les deux sources, je dirais, principales qui sont l'hydrogène liquide, là, pour les 4200 km, et le photovoltaïque, avec une hypothèse, je dirais, basse, qui est, pour le photovoltaïque, de 70 watts par mètre carré, ce qui est une moyenne qui tient compte évidemment du rendement des films souples dont on va barder l'extra d'eau, qui ne tient pas compte de la possibilité d'en mettre un peu en dessous, parce que c'est aussi quelque chose qu'on veut regarder avec la réflexion de la lumière du soleil sur la mer, et puis qui tient compte aussi du fait que le vol durant 36 heures, il y a une journée complète, une nuit complète, et une deuxième journée. Donc on part le matin de la première journée, on arrive fin d'après-midi de la deuxième journée, si tout se passe bien. Voilà. Donc on bénéficie comme ça de l'irradiance solaire la plus importante sur les deux journées. Et puis évidemment, pendant la nuit, il faut tenir compte de tout ça. Et c'est cette moyenne qui nous donne, avec les rendements, etc., bon, sachant qu'on vole quand même près de l'équateur et que la météo qui sera choisie, évidemment, sera, si possible, favorable. Mais malgré tout ça, on ne peut pas espérer plus d'environ 70 watts par mètre carré, ce qui fait à peu près d'ailleurs un peu plus de 70 watts, mais enfin, guère plus. Est-ce possible de parler un peu plus de l'implication des élèves sur ce projet?
Alors, les étudiants à différents niveaux ont déjà commencé à y travailler, donc des fois sur des formules relativement courtes, telles que, par exemple, on a mis 2 étudiants en pendant le confinement, en fait, sur la question de la comparaison aile volante, formule canard et configuration classique. En fait, on s'est aperçu que la configuration conventionnelle restait intéressante, restait supérieure en termes d'élongation, et probablement aussi plus facile à mettre au point pour les premiers essais en vol, etc. Donc la configuration motoplaneur reste intéressante d'après les premiers calculs qui ont été faits et qui seront affinés sur d'autres aspects. En ce moment, on travaille pas mal sur la question de l'interaction aérodynamique structure, puisque en fait, on a un indice de structure qui est de l'ordre de 40%, c'est-à-dire la masse à vide de la carlingue fait 40% du total, ce qui est assez typique des drones de cette gamme-là. Et donc, on voudrait pouvoir descendre un petit peu donc, cette valeur. Et il y a effectivement plusieurs architectures qui peuvent le faire. Si par exemple on a 2 réservoirs de 6 litres au lieu d'un seul, etc., on peut imaginer soit de les mettre l'un derrière l'autre, soit des bipoutres, soit de... Bref, il y a plusieurs effectivement choix qui ont été faits. Ça fait partie des projets élèves qui ont déjà été lancés. Quelle altitude pour la traversée? Alors l'altitude de vol est, disons, entre 100 et 200 mètres. Alors il y a 2 raisons en gros à cela. La première, c'est qu'on veut quand même voler en dessous des nuages pour éviter de rentrer dans des phénomènes aérologiques un peu trop virulents, sachant que l'appareil qui est dessiné est un appareil qui est fait pour faire une magnifique ligne droite pendant 36 heures. Il a peu de capacité acrobatique. Et que l'autre raison, c'est que on n'a pas trop intérêt à monter parce qu'il faut de l'énergie pour monter. Et puis aussi pour rester un petit peu dans la charte un peu des drones, c'est-à-dire pour les essais en vol préliminaires, il faudra rester, enfin en tout cas en France, en dessous de 500 pieds, donc d'environ 150 mètres sol. Et puis après, il y a la question aussi d'être suffisamment haut pour ne pas risquer l'océan est grand, mais enfin pour ne pas risquer de choper une antenne de ferry ou de bateau, n'importe, qui serait... Bon, normalement, au-delà de 70 mètres, il n'y a plus rien qui risque de toucher. Voilà. Donc, ça explique un peu ce choix. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur le fait de s'inspirer du vol des oiseaux des mers du Sud? C'est en termes du choix des trajectoires, du biomimétisme? Oui, alors, il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est un problème de trajectoire, effectivement, en termes de, je dirais plutôt de navigation, et qui consiste à récupérer les champs de vent. Alors ça, c'est un travail qu'on a commencé à faire avec l'ENAC. Donc, il consiste à récupérer les champs de vent sur le parcours, sachant que ces champs de vent moyens sont connus par les centres, notamment le Centre européen de météorologie, et donc qui couvre le globe. Et ces champs de vent moyens nous indiquent en fait une forme de géodésique, c'est-à-dire on peut bénéficier d'un certain nombre d'enroulements ou de courants, d'alizés. Bon, au niveau de l'équateur, il y a en général une zone qu'on connaît bien, que c'est le poteau noir, mais après, bon, il y a des secteurs de vent qui s'établissent en fonction de la météo du moment. Et là, l'idée, c'est de réintégrer, en fait, d'utiliser ces champs, alors là, au niveau vraiment macroscopique, pour réaliser la route optimale en termes de marge de sécurité pour aller jusqu'au bout. Donc, en gros, en minimisant la puissance dépensée pour le vol entre Dakar et Natal. Ça, c'est la navigation. Au niveau, je dirais, c'est pas tellement bio-inspiré, ça. Là où intervient la bio-inspiration, c'est plutôt au niveau des lois de pilotage, donc on va dire à des échelles beaucoup plus courtes, qui ressemblent un peu effectivement à l'albatros, hein, c'est-à-dire du dynamic soaring. Alors, c'est très bien l'albatros puisqu'il fait sans battre des ailes, hein, de manière parfaitement vol-planée. Il est capable de faire jusqu'à 800 km par jour.
En revanche, donc il fait d'énormes zigzags, il monte jusqu'à une trentaine, quarantaine de mètres, il tourne face au vent, puis ensuite il descend au niveau des vagues, pratiquement en rasant les vagues, et parfois même derrière la vague, quand il y a de la houle, pour se cacher et tourner dos au vent. Donc il est sans arrêt dans cette façon de tricoter, en fait, pour voler à énergie nulle. Alors nous, on ne pourra pas faire ça parce que c'est quand même très dangereux. On ne sait pas faire des vols comme ça si bas. Par contre, on a enchaîné déjà 2 thèses là, Supaéro, qui ont été soutenues et qui ont consisté à transposer ces capacités, à comprendre d'ailleurs le mécanisme et ensuite à les transposer à l'intérieur d'un tunnel de vol contraint, volontairement contraint, qui permet de dire, bon voilà, on veut rester là-dedans, alors ça fait peut-être 20 mètres ou 30 mètres de rayon, mais là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire pour exploiter des gradients plutôt que la bête ligne droite qui n'est pas la méthode la plus simple. Dans les 2 cas, que ce soit côté navigation ou côté loi de pilotage, tout ceci est possible parce que en fait, la vitesse du drone est relativement comparable à la vitesse des vents. En aviation en général, ça n'aurait pas beaucoup de sens, et puis pour les passagers, ce ne serait pas très confortable. Mais parce que en fait, la plupart des autres avions vont beaucoup trop vite. Donc là, on est vraiment à des vitesses comparables. Donc ça devient intéressant de jouer comme le font les oiseaux, par rapport de jouer avec les conditions locales de vent pour gagner, économiser en fait la dépense énergétique. J'ai entendu tout à l'heure que vous parliez de l'implication des étudiants. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait potentiellement des PIC, des PIR, des PIE et des masters spécialisés aussi qui pouvaient être impliqués dans le projet, bien sûr, et bien sûr aussi les doctorants. Oui, on a déjà toute une... Bon, en général, on aime bien enchaîner à différents niveaux, on va dire concaténer un étudiant, enfin un postdoc ou une thèse, et y adosser des projets de master, des projets de plus courte durée, des projets de cycle ingénieur, des fois des PIR, effectivement, qui sont donc des projets d'élèves sur des courtes périodes. Et bien comme ça, en fait, ça permet d'organiser les choses en définissant des petits lots et des petites étapes qui sont faisables par même, je dirais presque un étudiant de première année qui voudrait pouvoir contribuer. Et voilà. Après, ça demande pas mal de gestion parce que en fait, tous ces projets sont très courts dans le temps. Et bien que nous ayons un calendrier serré, les saisons, les périodes de ces projets ne sont pas toute l'année, donc il faut jongler un peu avec tout ça. Mais évidemment, c'est une des vertus, un des intérêts de ce projet, de pouvoir y accueillir de nombreux étudiants à tout niveau. L'aspect éco-conception est-il regardé dans le choix des matériaux, l'aspect recyclage? Alors, l'aspect recyclage, honnêtement, on n'a pas encore regardé. En revanche, l'aspect éco-conception, oui. On s'est inspiré d'un travail qui a commencé à être fait pour un drone de haute altitude, longue endurance, donc un drone HAL, qui a montré, donc ce travail préliminaire a montré que si on essayait de fabriquer le drone, non pas pour des contraintes de type minimisation du coût d'exploitation ou de la consommation ou de l'endurance, l'élongation, la masse, que sais-je, mais au regard de l'empreinte carbone, c'est-à-dire comment je peux faire pour minimiser tout en ayant des contraintes évidemment opérationnelles, sinon c'est zéro, mais si on dit, voilà, je veux faire les 3000 km, comment je fais pour le faire avec en générant le moins de CO2 possible pour les matériaux utilisés. Et on peut aussi ajouter l'exploitation, c'est-à-dire avec le carburant, entre guillemets, de l'hydrogène. Eh bien, en fait, le résultat qui est assez intéressant, c'est un résultat encore préliminaire qu'il faut consolider, et qu'on retrouve quand même un intérêt à utiliser des matériaux assez traditionnels tout en étant relativement innovants, tels que les fibres de carbone, qui, pour fabriquer 1 kilo de fibre de carbone, il faut quand même plusieurs kilos, je ne me souviens plus des chiffres, ça génère beaucoup de CO2, mais en réalité, on en utilise tellement peu, compte tenu de leur qualité physique,
qu'au fond, on arrive à un avion qui n'est pas en papier mâché ou en fibre de bambou ou je ne sais quoi, mais qui reste quand même un avion fait avec des matériaux, on va dire, plutôt conventionnels. Et ça sera la dernière question, parce qu'ensuite, le déroulé encore doit se faire. Est-ce qu'il est prévu d'utiliser ce projet pour l'image de l'école et avoir de la visibilité dans les médias? Alors, j'imagine que oui. Là, moi, à mon niveau, j'essaye déjà de faire avancer ce projet sur le plan technique et scientifique. J'imagine que oui, parce que il y a, on le voit avec nos étudiants, un vrai questionnement en fait sur la question du sens de l'aérien, de comment rebondir sur les révolutions qui s'imposent, les changements de modèle, là, enfin, les nouvelles contraintes environnementales, qui ne sont pas nouvelles, mais la prise de conscience environnementale. Du coup, je trouve que ce projet est à la fois à la portée d'un institut, puisque voilà, on est sur un objet qu'on peut encore manipuler, fabriquer, faire des essais, en casser peut-être un ou deux, j'espère pas trop, et puis faire travailler des étudiants dessus, et en même temps d'être quand même suffisamment enthousiasmant pour que ça donne un peu de peps et de punch à nos futurs cadres qui, j'espère, transposeront tout ça dans l'aéronautique générale. Merci beaucoup, Jean-Marc. Il va falloir malheureusement interrompre pour les questions. Jean-Marc participe à la table ronde débat qui est organisée par l'association des alumni dans 40 minutes. Donc, vous allez pouvoir continuer à l'entendre et le voir et poser des questions peut-être en live dans les minutes qui viennent. Merci Jean-Marc et Merci. donc à plus tard pour la suite de ces aventures. Merci, au revoir. Donc, vous avez pu voir l'importance que revêt ce projet, à la fois pour l'Institut, pour ses enseignants-chercheurs. C'est aussi un projet transversal qui est à noter. Également aussi pour les étudiants qui, aujourd'hui, on le voit, sont de plus en plus sensibles à ces questions-là et ne se voient plus s'investir dans des entreprises ou dans des organisations qui ne prendraient pas à bras-le-corps ces questions-là et ne mettraient pas en place des projets qui soient à la mesure de l'enjeu. C'est aussi par le progrès technique, notamment, que la solution passera, pas uniquement, comme l'a dit Jean-Marc en introduction, mais en tout cas, ça fait partie de l'équation. Donc, je vais du coup de ce pas vous donner la parole, notamment aux parrains de promotion. Sans plus attendre, je vais donc laisser la place en premier lieu à Laurent Rasmont, parrain de la promotion 1980, et qui devra ensuite, par la suite, enchaîner avec notamment la préparation de l'événement qui a lieu juste après. Laurent, si tu veux bien nous suivre. Oui, je t'en prie, viens ici. Donc Laurent Rasmont, qui est notamment impliqué aussi à l'Amicale dans le club entrepreneurship, très présent auprès des étudiants dans leurs projets d'entreprise et aussi à l'association des alumni. Bon, bonjour, merci Laurent. Laurent J, moi c'est Laurent R. Donc, il y a beaucoup de Laurent dans la maison, donc il va falloir qu'on trouve des pseudos. Bon, écoutez, bonjour, bonjour à tous. Et déjà, c'est bon là, le son, c'est bon, c'est bon, ok. Écoutez, déjà, mes chers camarades, je vais m'adresser à tous, en particulier à ceux de la promo 80. Je vais vous remercier vraiment chaleureusement pour la mobilisation et la générosité de tout pour soutenir ce projet Mermoz, je dirais qu'il prend encore plus de sens après cette crise du Covid, où l'aviation doit repenser son futur. Il faut prendre compte, c'est que toute crise génère des remises en question et génère de l'innovation. On le verra dans la conférence qu'on organise là dans la foulée. Mais là, encore plus pour l'aéronautique. Là, il y a vraiment besoin de repenser à la fois la fonction. Il ne faut pas oublier que c'est un moyen qui a permis de désenclaver des territoires, qui permet de désenclaver des territoires sur le plan culturel, sur le plan médical, sur le plan économique naturellement. Mais on oublie souvent le côté culturel, le côté médical. Si on est en Guyane et qu'on veut se faire opérer, c'est pas mal d'y aller en avion jusqu'à
la métropole ou aux États-Unis ou ailleurs pour effectivement avoir des moyens qui soient à la hauteur du besoin. Et en bateau à voile, c'est pas mal, mais ça va un petit peu moins vite. Bon, donc ça, c'est un point. Il y a besoin de repenser. Et pour repenser cette aviation, il y a aussi besoin d'innovation, de recherche. Et c'est pour ça qu'on était très content de soutenir le projet de Jean-Marc, car ce travail-là, c'est un travail qui est bien sûr du domaine de la recherche, mais qui génère de l'innovation. On va le voir, tous ces éléments-là, effectivement, de vraiment d'optimiser l'utilisation de l'énergie hydrogène, va avoir des applications sur les aéronefs. Alors, ce ne sera peut-être pas le cas sur la partie propulsive elle-même, mais sur les parties comme l'APU, par exemple, un exemple, ou des fonctions de puissance auxiliaire sur l'avion, ça peut faire des sens. Mais sur la partie aérodynamique et sur la partie de pilotage, ça a également des applications. Donc, c'était important de soutenir ce projet dans ce contexte-là. C'est l'impression qu'on a vu. Bon, alors, cette conférence va avoir lieu. Elle était conçue à la base pour effectivement accompagner l'anniversaire de la promotion que nous souhaitions faire. Hein, je vous ai parlé de 2 fois 20 ans de la sortie de l'école. Bon, anniversaire, l'intérêt, c'est que ça se renouvelle chaque année. Donc, si ce n'est pas pour les 2 fois 20 ans, on fera pour les 2 fois autre chose. Mais enfin, 2 fois autre chose, ça commence à faire beaucoup. Donc, ça évitera peut-être effectivement à les 45 ans de moment où c'est connu, puisqu'on est en 77. On ne fera pas l'anniversaire de la sortie, l'anniversaire de l'entrée. On se gagne 3 ans déjà de rajeunissement. C'est pas mal. Donc, on pourra le faire, on verra ça, on a raison d'en reparler. Mais cela étant, d'ici là, si vous êtes amené à passer à Toulouse, faites-moi signe, on ira déjeuner ensemble et puis je vous ferai visiter les sols, vous découvrirez ce qui est devenu l'école, c'est assez passionnant. Alors déjà, pour le défi Mermoz, comme l'a présenté Jean-Marc, on approche de la phase opérationnelle, maintenant on va pouvoir voler, hein, ce qui nous passionne tous quand même, il y en a beaucoup dans la promo qui était au club pilotage, effectivement j'étais assez actif sur le sujet. Effectivement, c'est bien de construire les avions, mais voler, c'est quand même génial. Donc là, on rapproche de la phase où on va voler. Voilà. Donc, comme ça a dû être acquis par Laurent, j'ai été retenu un petit peu avant, mais bon, j'arrive. Le ClassGIF multi-promo a collecté à ce jour pas loin de 25 000 €. Hein. Et l'objectif qu'on s'est donné à ce stade-là, c'est de financer justement les étapes suivantes, les étapes opérationnelles. Alors, c'est la mise en œuvre du RAID. Alors, essentiellement, l'acquisition du système de remplissage d'hydrogène liquide, l'acquisition du carburant hydrogène liquide nécessaire pour traverser, parce que même si c'est à hydrogène, il faut quand même avoir du carburant. Donc, il faut avoir un peu d'hydrogène liquide. Et ça, il faudra effectivement se le procurer. Ces postes-là, ça représente environ 30 000 €. Donc, on est très proche du financement du lot, hein, par notre ClassGIF multi-promo. Donc, ce que je suis naturellement enclin à faire, c'est de vous remercier par avance de votre générosité additionnelle pour effectivement qu'on puisse atteindre cet objectif, effectivement, faire en sorte que ce vol se déroule et avance. Et alors là, une idée m'est venue en préparant ces quelques mots que je vous donne. Laurent n'est pas au courant, mais il va être surpris. Enfin, pas parce qu'il me connaît un peu. L'idée que j'ai, et je vous la propose, c'est que pour préparer cette clôture de ClassGIF, alors sous réserve que ça puisse être mis en œuvre, l'idée que j'ai, c'est demander à Air France de nous sponsoriser 2 billets d'avion aller-retour pour aller à Natal et qu'on les tire au sort parmi les donateurs du ClassGIF. Donc, ça donne l'occasion à ceux qui seront tirés au sort d'aller assister à l'arrivée, non pas de Mermoz, mais de son drone à Natal. Bon, d'autant plus que Natal, pour ceux qui connaissent, c'est assez surprenant comme ville, donc ça peut être amusant et sympathique. Donc, si ça vous branche, on montrera ça. Donc, on va voir à France, je pense qu'ils seront assez enclins à nous donner 2 billets d'avion pour faire l'aller-retour sur Natal. Et on les tirera au sort, en toute transparence, multi-promo. Voilà ce que je vais vous proposer. Et puis, écoutez, merci d'avoir accepté de participer à ce projet, emblématique pour l'école, emblématique pour l'aéronautique, et puis à travers la question qu'a relevée Laurent, il y a des élèves qui sont impliqués dedans, des étudiants qui sont impliqués. Donc bon, c'est pas du vent ce qu'on a supporté, hein, c'est quelque chose de concret qui entraîne, c'est une dynamique qui est créée. Donc, et ce qui est intéressant, c'est comme c'est multi-promo, c'est pas qu'un truc de telle promo, c'est vraiment collectif. Donc, je vous remercie encore, et puis je vous renouvelle, hein, vous passez à Toulouse, vous faites signe, on peut faire des choses. Il y a encore quelques trocas sympas sur Toulouse pour ceux qui s'en souviennent, ou même des restos qui sont pas mal aussi. Allez, merci, à bientôt, je redonne la parole à Laurent, et puis je vais m'occuper de la conférence. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurent, super message, à la fois encourageant, optimiste, dynamisant, et c'est vrai qu'il y a la politique du dernier pas qui peut contribuer à faire que ce projet va encore plus vite, encore plus loin. Et c'est grâce à la mobilisation de tous les alumni qu'on va pouvoir y arriver. Donc, comme tu l'as dit, merci par avance.
Jeanne aura l'occasion certainement de remettre le lien vers les pages de dons dans le chat pour ceux qui voudraient. Je voudrais laisser la parole à Jean-Bernard Debrune. Alors, Jean-Bernard, tu es connecté avec nous. Pour des raisons de soucis techniques, tu avais préféré du coup anticiper et prévoir un petit message audio. Et donc, je m'empresse de ce pas voilà, à le diffuser. Bonjour, c'est à l'occasion du dernier salon du Bourget que Laurent m'a proposé de me joindre au Class Gift Interpromotion. C'était l'occasion de faire adhérer quelques alumni supplémentaires aux démarches et aux valeurs de la Fondation, auxquelles je suis très sensible. Le thème retenu est tout particulièrement pertinent, car il me semble que l'idée de l'impact des vols sur l'environnement est de nature à éloigner certains étudiants des métiers de l'aéronautique. Ce Class Gift apporte donc sa contribution dans les démarches déjà entreprises par l'ISAE pour l'environnement, et j'espère qu'il pourra servir d'illustration représentative de ces démarches. Beaucoup d'alumni n'ont pas pu être contactés par l'absence de coordonnées. Mais à titre personnel, cela m'a permis de reprendre contact avec tous les autres. Ils ont évoqué leur parcours professionnel après l'école, et certains de ces parcours étaient vraiment atypiques. Certains m'ont parlé de leurs meilleurs moments, ou parfois de moments plus difficiles. Certains étaient attachés à leur école, et d'autres beaucoup moins. Certains comprenaient le thème, mais pas tous. Certains considérant que cela ne les concernait pas. Quoi qu'il en soit, je remercie du fond du cœur ceux qui ont répondu à l'appel, et ce fut de mon côté une expérience vraiment très enrichissante, allant même jusqu'à découvrir de nouveaux amis. Laurent, ton micro est désactivé. Laurent, on t'entend pas? Et oui, désolé depuis tout à l'heure. Désolé. En plus, je vous ai éclaté les oreilles avec une vidéo qui est partie trop tôt. Donc, je disais à Jean-Bernard, merci du coup de ton message. Si jamais tu veux ajouter quelque chose en complément, n'hésite pas. Merci pour ta présence d'ailleurs et pour l'engagement que tu as mis aussi à mobiliser les NCK. Si tu ne veux pas ajouter d'autres choses, je vais proposer du coup à Julie. Jean-Bernard, tu veux ajouter quelque chose? Non. Parfait. Et bien Julie, du coup, en tant que marraine de la promotion 2020, et si tu veux dire quelque chose à ceux qui ne sont pas connectés et qui verront en replay du coup la vidéo, ou à ceux qui potentiellement pourraient être aussi connectés, et notamment je trouverais intéressant d'avoir ta vision en tant qu'étudiante, même si maintenant tu vas dans quelques semaines être diplômée, de ta vision de ce projet-là et de ce type d'opération de Class Gift. Oui, bien sûr. Déjà, je voulais dire un grand merci donc à Laurent et à la Fondation pour nous avoir proposé en début d'année, en juillet plus exactement, donc déjà 2019, ça fait presque 1 an et demi de participer à ce projet, un projet qui nous a tout de suite emballé avec Rémi, qui ne peut pas être là, il est en plein déménagement, les plaisirs des débuts des CDI. Donc, c'est donc avec un grand plaisir et beaucoup d'entrain qu'on s'est investi dès le début de l'année, dès septembre, dans ce projet Interpromo. On a d'ailleurs, certains d'entre vous ont pu nous croiser, certains alumni, organiser une vente de gâteaux lors des portes ouvertes de l'année dernière, où on a réussi à récolter quelques fonds, et on avait comme idée, comme objectif de lever encore plus pendant l'année avec d'autres projets. On a réussi par exemple à installer, à mettre en place une sorte de concert, foyer concert. C'était très sympa avec des groupes de notre promotion, des groupes des promotions plus jeunes, mais aussi des groupes des promotions plus âgés, donc
qu'elle soit. C'était un moment très sympa qui a eu lieu le 10 mars, un petit peu quelques jours avant la fin du monde, parce que je pense que 2020 sera une année dont on se souviendra très longtemps, nous particulièrement, puisque c'était notre dernière année de scolarité, qu'elle s'est finie de manière très abrupte, avec à peu près 10 jours avant sa fin, une interruption pure et simple de tous les projets que nous avions mis en place pour finir cette année en beauté, avec la fin de nos cours, 10 jours de fin de cours en visioconférence du jour au lendemain. Et donc, je pense qu'on se souviendra vraiment tous, pour toujours, de cette année 2020 si particulière, qui malheureusement nous a un peu coupé dans notre élan pour ce classe GIF, mais aussi pour plein d'autres choses, puisque nombreux élèves de notre promotion ont eu leur stage repoussé, ont aujourd'hui des difficultés, bien sûr, à trouver des CDI et même des CDD, même si on commence petit à petit à voir réapparaître des offres d'emploi sur le marché du travail. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je tiens à remercier les alumni, mais aussi l'association et l'école de nous avoir permis en fait, d'être toujours en contact. C'était un peu le principe de ce class gift interpromotionnel, et c'est pour ça qu'il était très chouette, c'est qu'il nous permet d'entrer en contact avec d'autres promotions, d'avoir un peu une idée de ce qui nous attend pour la suite, parce qu'au sein de l'école, on est souvent en contact avec des élèves qui ont 4, 5 ans de plus, notamment avec le mentorat qui est mis en place par l'école. Mais ce projet nous permettait d'être en relation avec des personnes de 20, 40 ans de plus, et donc de nous donner une meilleure vision de ce qu'on voulait faire pour la suite, de nous permettre de rencontrer des gens différents, de plein d'horizons. Donc ce fut vraiment un très grand plaisir. L'association des alumni a d'ailleurs cette année, dans les situations exceptionnelles, mis en place un système de mentorat qui a levé beaucoup d'engouement de la part des alumni, avec près de 140 alumni qui se sont portés volontaires pour nous soutenir. Et l'école nous a aussi proposé, donc ça aura lieu le 7 novembre 2020, une journée pour nous aider dans notre recherche d'emploi. Donc vraiment un grand merci. Et on a vraiment été heureux de participer à ce projet, même si on n'a pas pu récolter autant de fonds qu'on aurait souhaité et qui étaient visés initialement. Voilà. Merci Julie. Moi, je dirais que chaque don compte. Donc, il n'y a pas de petits dons. Et moi, je sais qu'en tout cas, votre engagement, votre présence à nos côtés nous a aussi encouragés et donné beaucoup d'énergie pour pouvoir mener à bien tous les projets. Merci du coup, Julie, et merci aussi à Rémi qui n'est pas là. Je vais donc maintenant laisser la parole à la promotion 2000. Alors, on a Rémi qui est là, on a Fabien également, on a Nicolas qui est là, on a Biche. Enfin bref, vous êtes tous là. Je ne sais pas comment vous voulez, si vous voulez dire, parler tous en même temps, dire un mot chacun. Je ne sais pas. Enfin, voilà, je vous laisse du coup vous exprimer. Et voilà, je vous laisse du coup prendre la parole. Moi, je dis que c'est Rémi qui doit prendre la parole. C'est le vrai parrain. Nous, on était juste là pour l'aider. Alors, c'est pas vraiment vrai. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai pas forcément une connexion parfaite. Vous m'entendez? Bon. Ouais. Alors, surtout Rémi, c'est un peu compliqué là, en termes de Nico et son. Fabien. Rémi, on t'entend pas trop. Bon, je crois que c'est en même temps. Bon, faut savoir que Rémi m'a envoyé un petit message me demandant à ce que je parle pour lui, au cas où. Bon, donc voilà exactement le message de Rémi. Merci. Je me sens une fois de plus un peu poussé sur le premier rang de la scène, mais bon, l'année dernière, il se trouvait que j'étais déjà dans l'amphi, donc je vais faire un premier petit mot, je dirais, de la part des promos 2000. J'allais dire promo 2020, mais c'est peut-être parce que j'ai envie de rajeunir. On vient tous d'entendre Julie qui disait à quel point c'était sympa de parler avec des personnes beaucoup plus expérimentées, on va dire. 20, 40 années, ça nous a rappelé un petit peu, ramené quelques années en arrière. Peut-être pour dire juste au nom de tous, et après je vous laisse Biche, Nico et Fabien rajouter des choses. Dire un grand merci. Alors, je ne suis pas sûr s'il est encore là. Je pense qu'il est plus à côté de toi, Laurent, mais
Un grand merci à Jean-Marc, effectivement, de nous avoir proposé ce beau projet. Donc, il fallait déjà en avoir l'idée. Il fallait aussi, quelque part, le pousser et le pousser dans le temps. Et merci beaucoup à Jean-Marc pour ça, parce que je vais dire pourquoi, mais c'est vraiment un super projet pour nous. Merci à vous deux, Laurent et Jeanne, pour votre motivation, pour votre énergie, pour vos relances, pour votre énergie sans faille. Je ne sais pas si vous marchez à l'hydrogène ou à quoi, mais en tout cas, elle est liquide a priori, parce qu'elle dure longtemps. Merci aussi à tous les donateurs de la promo 2000. On a réussi, alors un petit peu comme Julie, on va le voir, on pense qu'on pourrait encore ramener plus, mais déjà on a eu des super dons de pas mal de personnes et c'est vraiment chouette. Et pour un projet, effectivement, comme je l'avais dit déjà l'année dernière, qui nous tient à cœur pour l'école, ça c'est clair. Parce qu'effectivement, quand je dis l'école, c'est plutôt les élèves, les vocations et ces élèves qui se retrouvent dans une situation un peu compliquée où les choses s'affrontent dans leur tête entre l'amour de l'aéronautique, de ce qu'ils veulent et en même temps, effectivement, les problématiques environnementales dont on est tous bien conscients. Et puis aussi, je dirais, pour nous, Promo 2000, un peu en tant que parents et en tant que pas si anciens élèves que ça, qui en avons beaucoup profiter, qui avons tous beaucoup voyagé et qui avons envie que les générations futures puissent toujours le faire. Et donc, quelque part, c'est vraiment un projet symbolique pour nous. Et on est à la fois un peu triste et content à la fois. C'est-à-dire un peu triste parce qu'on a l'impression que voilà, l'année est passée très vite, et voire trop vite, et qu'on aurait voulu faire beaucoup plus de choses, se retrouver autour de la promo et de ce class gift pour le pousser. Et en même temps, on a l'impression que c'est encore un peu qu'un début. Moi, je trouve que le projet, il est toujours aussi chouette. On a toujours autant envie de le pousser. Donc, bon, il y a déjà, on a compris d'un point de vue technique la nécessité de le clore officiellement, mais la possibilité quand même derrière de, je pense, continuer à le pousser. Je posais un peu la question dans les médias. Moi, je suis persuadé que si les élèves ont l'opportunité, et je pense que c'est pas, enfin, je pense que ce n'est pas qu'un projet de la promo 2000, 2020 et 1980, mais c'est aussi un projet de toutes les autres promos. Et donc, si les autres promos derrière voulaient même faire des appels aux dons, je suis certain que sur Internet ou sur les réseaux sociaux ou partout, ils arriveraient aussi à mobiliser des gens, de l'énergie, la famille autour de ce projet-là. Donc voilà, j'espère que voilà, ça me semble pour moi en tout cas qu'un tout petit début par rapport à un très beau projet. Et puis, encore merci à vous trois en particulier, Jean-Marc, Laurent et Jeanne, pour avoir poussé ce beau class gift. Merci Damien pour ton témoignage. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce projet, c'est qu'un début. C'est vrai que là, c'est une page qui se tourne, mais c'est qu'un chapitre, en fait, j'ai envie de dire. Le projet, lui, est beaucoup plus grand. Il s'intègre dans ce qu'on appelle le défi Mermoz. Le défi Mermoz, c'est le projet phare d'un des 5 axes stratégiques de l'école. L'école a présenté sa stratégie recherche il y a quelques mois maintenant. Elle a 5 grands axes. Dans ces 5 grands axes, il y en a 3 qui ont des enjeux environnementaux qui sont très forts. Et pour chacun de ces grands axes, il y aura un grand défi. Et donc, le défi Mermoz fait partie et le projet phare d'un de ces 5 grands axes. Donc, il est amené encore à vivre. Il y a des besoins de financement qui sont très importants. Le projet en lui-même va coûter plusieurs millions d'euros. Et pour l'amener encore plus loin, plus vite, c'est vrai que ce genre d'opération est vraiment essentiel. Et quelqu'un m'a soufflé quelque chose, alors je ne sais plus qui, mais j'avais trouvé ça super intéressant, qu'en effet, pourquoi pas proposer au prochain Class Gift de continuer à soutenir le deuxième chapitre de ce projet-là, ce qui permettrait déjà de continuer à l'accélérer et de créer un lien aussi entre les promos dans ce sens-là. Vous connaissez tous beaucoup de gens des promos qui sont en dessous vous et vous seriez des super ambassadeurs pour les encourager à suivre vos pas. Votre class gift, justement, parlons-en. Je le disais, chaque don compte. Si jamais vous souhaitez faire un don ou refaire un don pour ceux qui le voudraient sur la nouvelle année fiscale, c'est possible. Il s'agit de nourrir les ambitions de l'école pour qu'elle accélère et puisse être à la hauteur des enjeux.
Il y a urgence d'accélérer la transition. On le sait, la course contre le réchauffement est une question d'heures, de jours, même si les effets se feront sûrement sentir dans 20 ans. C'est maintenant que les choses se jouent et il faut que l'école prenne sa part et joue aussi ce rôle à la fois sur les questions de la recherche auprès des étudiants qui vivent et qui étudient ici et qui seront demain ceux qui prendront les décisions et innoveront dans les entreprises, quelles qu'elles soient. Du coup, je voudrais d'abord vous dire bravo et vous féliciter. On approche des 25 000 euros. Il y a eu 65 participants et ça, c'est vraiment super. Il y a eu une accélération là, chez les 2000 sur les derniers jours. On a dépassé les 5 000 euros et c'est vraiment génial. La promo 2020 aussi s'est mobilisée en organisant des événements. Des étudiants, ils ont moins de sous, mais ils avaient l'envie. Ils ont été coupés dans leur élan par le Covid. Mais il y a encore de l'argent qui est en train de remonter d'événements qu'ils ont organisés par le passé. Donc, ce chiffre-là n'est pas le chiffre définitif. Il a continué à augmenter. Et la promo 80 aussi, c'est vraiment bien mobilisé également. Je voudrais donc vous dire à tous un grand merci, vraiment. Sans vous, rien de tout ça est possible. Et ça donne à la fois de la force à la fondation, ça donne de la force aux élèves, ça donne de la force aux chercheurs, à l'école. Et c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire bouger les choses. Donc, encore une fois, merci à tous. Voilà la liste des donateurs qui, j'en suis sûr, va continuer d'augmenter. J'ai rajouté à la va-vite un nom encore tout à l'heure et j'en suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont venir s'ajouter à cette liste. Le Class Gift, lui, va comptablement se clôturer pour pouvoir justement donner l'argent à Jean-Marc pour qu'il puisse réaliser ce qu'il a à faire sans attendre. Mais le Class Gift, lui, va rester, la page du Class Gift va rester encore ouverte quelques jours. Et en plus de ça, si jamais vous voulez continuer à donner sur le projet fait partie des projets que la Fondation soutient. Et donc, à travers les appels de fonds qu'on va faire en fin d'année ou même de manière libre, vous pouvez continuer du coup à faire des dons sur ce projet-là auprès de la Fondation. Et on se débrouillera d'ailleurs pour recommuniquer à travers les anniversaires que vous pourriez faire par la suite sur la collecte réalisée par la promotion au-delà de cette clôture administrative, comme l'a très bien dit Damien. Un grand merci aussi, j'en profite au Club Modélisme. Je ne sais pas si vous avez vu un peu mon fond d'écran. Après, justement, ouais. Ah, d'accord. Juste après. Et en effet, ça, c'est l'avion, le LATECOR 2803 qui a été utilisé par Jean Mermoz pour traverser l'Atlantique Sud. C'était un défi assez fou. Et justement, c'est aussi un défi assez fou qui se dresse devant nous. Donc, un peu à l'image de cette entreprise, de ce challenge, de ce défi, eh ben, on a voulu remercier les donateurs. Donc, alors, si vous ne l'avez pas reçu, il devrait arriver dans les jours prochains. Certains l'ont déjà reçu. Damien, je vois que tu l'as monté, c'est super. Et on va le poster sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous le recevez, n'hésitez pas à le poster sur les réseaux sociaux. On a demandé au club d'aérodomodélisme des étudiants du coup, de l'école de réaliser une maquette du LATECOR 2803 vol de mots, Comte de Lavaux, pardon. Et il a été ensuite fabriqué sur du contreplaqué de pain français d'ailleurs, à l'InnoSpace, l'espace d'innovation qui vient d'être inauguré le 29 septembre dernier à l'école. Et donc, c'est un produit ultra local et un goodies que vous pouvez monter vous-même. Il est personnalisé à votre nom, il y a votre nom qui est dessus. Et j'ai justement de petites... alors, je vais baisser le son pour éviter de refaire saigner les oreilles de Julie. Désolé encore pour tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est une maquette donc du coup qui a l'image du LATECOR 2803 utilisé par Mermoz. Et donc, comme je vous disais, fabriqué à l'InnoSpace de l'ISAEC Paero et designé par les étudiants eux-mêmes. Et donc, tous les donateurs recevront du coup ce petit goodies qu'ils pourront mettre sur leur bureau pour
faire parler de leur école, faire parler de ce projet qu'ils ont soutenu et qu'ils ont eu à cœur de soutenir. Et pourquoi pas, après, le faire partager sur les réseaux sociaux pour montrer votre avion. Et en version accélérée, vous voyez, c'est assez facile à faire. Et en quelques minutes, j'ai réussi à le faire et je ne suis pas ingénieur. Donc, vous devriez y arriver. Je vois que Damien a réussi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour vous. J'ai également voulu rappeler en effet les temps forts de cette année. Au-delà de la collecte, c'est aussi un moment de rassemblement, de partage, de retrouvailles. Il y a eu le lancement de cette aventure avec les parrains de promo à l'occasion des JPO l'année dernière, le 12 octobre, qui a donné lieu à la visite du site, à la rencontre physique avec Jean-Marc aussi, et votre rencontre entre vous. Ça a rebondi derrière avec un after-work à Paris le 2 décembre. C'était l'occasion du Giving Tuesday, un super moment avec des gens qui ne s'étaient pas vus depuis 40 ans, 20 ans. En tout cas, c'était très sympathique, très chaleureux. Et encore merci à Biche pour avoir dégoté ce super lieu. Et derrière, donc d'autres événements qui devaient avoir lieu, qui ont parfois sauté avec le Covid, il y avait des idées assez farfelues. Je sais que les prochains Class Gift ont déjà fait ces idées et vont le reprendre. Et il y avait notamment donc ce concert interpromo qui avait donné lieu aussi à une collecte et un événement très sympa avec une fanfare d'alumni aussi qui était venue sur le campus. J'ai d'ailleurs mis quelques photos parce que c'était vraiment hyper sympa. Merci à Florian Hulin de la promo 2020 qui a œuvré pour rassembler tout ce beau monde. Et si vous y voyez suffisamment, il y a même des anciens d'anciennes promos sur les photos. Un petit mot rapide sur la fondation. D'abord, avant ça, je voulais donc remercier tous les parrains, vraiment, pour vous être mobilisés et pour votre soutien, pour avoir permis de faire connaître ce projet-là et de continuer à le faire connaître auprès des autres alumni et étudiants. Voilà, de votre soutien aussi pour nous encourager à accélérer ces projets dans l'école. Quelques mots très rapides sur la fondation. Je vais vraiment être rapide. Il y a la conférence qui va commencer dans 7 minutes de l'association des alumni. Revenir sur la raison d'être de la fondation. Philippe Forestier l'a dit tout à l'heure. Nous, on veut vraiment accélérer ces projets qui contribuent à un monde durable au sein de l'école. L'école est en train de se doter d'une stratégie dans le cadre de son contrat objectif performance qu'elle passe avec sa tutelle. Et dans ce cadre-là, il y a un groupe de travail qui travaille très dur depuis 1 an pour accompagner à la fois la stratégie de l'école et aussi la conduite du changement qui va avec. Et c'est un projet qui est transversal dans l'Institut, qui va toucher, qui est en train déjà d'être mis en œuvre et qui déjà modifie des choses déjà dans le programme des premières années, des deuxièmes années. Et la Fondation veut vraiment être présente à côté de l'école dans cette démarche-là pour accélérer, faire que ça aille plus vite. Et je sais que la communauté des alumni est à nos côtés pour souffler à l'oreille de l'école et lui rappeler qu'on se doit d'être à la hauteur de cet enjeu. Donc, on va financer des projets de recherche, des projets de formation, des projets d'innovation pédagogique, d'entrepreneuriat, et sans oublier aussi Ose l'Isae Super-Héros, qui est un programme d'ouverture sociale fantastique, qui est soutenu par l'école avec Thomas Pesquet, promo 2001 que les 2000 connaissent bien, et tout le monde connaît bien Thomas, et qui donc contribue à ça, et Ose l'Isae Super-Héros aussi, qui va devenir un comptoir des projets développement durable portés par les étudiants à l'école, donc aussi pour accélérer cette dimension-là dans l'école. Une vidéo très brève pour juste donner quelques chiffres sur la fondation. Hop, ça dure 1 minute. Et par exemple, ce qui a été fait cette année en 2019.
Une fois, c'est très bien et c'est suffisant. Du coup, voilà, c'était le bilan de l'année. Jean-Louis Marcet, du coup, a parlé tout à l'heure pour l'association des alumni. Mais sans vous, la fondation n'existe pas. Et si il vous reste 4 minutes avant de vous connecter à la conférence de l'amicale, que je vais copier de ce pas le lien dans le chat pour ceux qui voudraient se connecter directement. J'avais prévu une petite visite virtuelle du campus à travers un outil qui est à disposition sur le site de l'école, que je vais également mettre en lien. De toute manière, je pense qu'on manquera de temps, mais vous pourrez le faire vous-même. Et vraiment, je trouve ça hyper intéressant de revenir sur le campus si jamais vous en avez l'occasion, ou de le voir à travers cette visite virtuelle que je viens mettre dans le chat. C'est impressionnant de voir à quel point le campus a changé, ne serait-ce que encore ces dernières années. Je vous disais, le 29 septembre dernier, on inaugurait l'InnoSpace, qui est dans l'historique salle Clément Ader, et qui est un lieu d'innovation, d'échange, d'entrepreneuriat, de rencontre aussi entre les générations et le monde de l'entreprise, le monde de la recherche et le monde de la formation. Et on est en train de poser la semaine prochaine la première pierre du Learning Center, qui doit être un lieu aussi, un haut lieu de la rencontre et des échanges dans l'école, qui n'avait pas encore de Learning Center. Voilà, il est 16h57. Je vais quand même ouvrir les salons pour ceux qui voudraient s'y attarder. Et vous pourrez naviguer soit entre les salons, soit rester ici et parler entre vous. Je vais arrêter du coup l'enregistrement pour que tout ceci reste confidentiel et entre vous, bien entendu. Et encore une fois, merci beaucoup. À très bientôt pour de nouveaux projets. Et ensemble, allons plus vite, plus loin pour accompagner l'école dans ses ambitions. Je vais, hop, j'ai donc